Le résultat de l'enquête sur le blackout de la péninsule ibérique du 28 avril 2025 vient d'être publié. L'enquête a identifié des oscillations de fréquence suivies d'une surtension du réseau qui aurait provoqué une réaction en chaîne de déclenchement de moyenne production. En fait, l'enquête a décrit les aléas, c'est-à-dire les faits initiateurs sans identifier la cause profonde du blackout. C'est comme décrire le dérapage d'une voiture sans préciser que l'accident qui a suivi était dû à des pneus lisses. Au regard des conséquences du blackout ibérique, on peut raisonnablement se demander pourquoi les citoyens n'ont pas droit à la transparence, comme c'est une exigence légale dans d'autres domaines, le nucléaire notamment. Dans toute mission de garantie de service au public, on ne se contente pas d'identifier un danger, de blackout par exemple. On se dote de parades pour limiter la probabilité du risque. Et pour éviter la reproduction d'un événement majeur, la détermination de la cause profonde permet d'ajouter des parades pour réduire le risque de reproduction à un niveau acceptable avec des conséquences limitées. C'est ce qu'on appelle le progrès continu. Le 9 août 2019, il y a eu un blackout au sud de l'Angleterre, avec 40% de NR intermittentes couplées. Le 28 avril 2025, il y a eu un blackout sur la péninsule ibérique, avec 2/3 de NR intermittentes couplées. Sans cette démarche de progrès continu, à quand le prochain blackout ? La mission de garantie de service au public de l'électricité nécessite du pragmatisme en dehors de toute idéologie, en revenant sur les fondamentaux. Pour comprendre les causes probables du blackout, il faut comprendre comment fonctionne un réseau électrique et les moyens de production. Comme ce domaine est très technique, j'ai choisi d'expliquer les phénomènes simplement pour s'adresser au plus grand nombre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement, sans besoin de connaissances en mathématiques et en physique, le fonctionnement d'un alternateur de manière à comprendre deux choses. Comment fonctionne un moyen de production pilotable, c'est-à-dire un alternateur d'une centrale nucléaire ou d'une centrale au gaz? Mon intention est aussi de vous faire comprendre pourquoi le faible nombre de moyens de production pilotables ne permet pas de gérer un aléa de surtension et des oscillations de fréquence. Commençons par comprendre simplement le fonctionnement d'un alternateur. La photo vous montre un alternateur d'une centrale nucléaire en cours de remontage. Un alternateur est formé d'un rotor, c'est la partie noire sur la photo. C'est en fait une bobine de fil dans laquelle on fait circuler un courant électrique continu appelé courant d'excitation. Quand on fait circuler un courant électrique continu dans une bobine, on crée un champ magnétique induit. Le rotor d'une centrale nucléaire tourne à 1500 tours par minute. Le champ magnétique induit est donc un champ magnétique tournant. L'alternateur est composé d'un stator, c'est la partie verte sur la photo. Le stator est lui fixe et il est constitué d'une bobine de fil dans laquelle le champ magnétique tournant crée une tension électrique dite induite à ses bornes. Cette tension alternative est en phase avec le champ magnétique tournant avec une fréquence de 50 Hz. Cette tension alternative aux bornes de l'alternateur est ensuite délivrée sur le réseau de transport. La tension est donc disponible chez les clients qui branchent des ampoules, des moteurs, bref, des consommateurs. Le branchement des consommateurs crée un courant alternatif induit. L'alternateur fournit une puissance dite active exprimée en mégawatts. On l'appelle la puissance utile. On parle souvent de la puissance d'une centrale nucléaire de 900 ou de 1300 MW par exemple, sans dire qu'il s'agit de la puissance active. Revenons sur les consommateurs. Prenons le cas des moteurs. Ce sont des bobines de fil qui créent aussi un champ magnétique en réaction, ce qui a pour effet de modifier la tension du réseau en réaction. Pour que nos appareils fonctionnent correctement, le gestionnaire de réseau doit rigoureusement garantir une fréquence et une tension stables. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais le lien qu'il y a entre la fréquence d'une part et l'équilibre entre la puissance active fournie et la consommation électrique d'autre part. Je n'y reviens pas. Je passe au réglage de la tension puisque l'analyse de l'événement espagnol parle de surtension.
Lorsque la tension varie à cause des consommateurs, il y a deux façons de la rétablir. Le gestionnaire de réseau met en service des dispositifs appelés des condensateurs et des inducteurs pour réagir aux perturbations sur la tension et la rétablir à la valeur de consigne. Mais c'est du tout ou rien. Il y a un second moyen pour régler la tension qui, lui, est modulable. À la demande du gestionnaire de réseau, le producteur agit sur le courant d'excitation du rotor de son alternateur de manière à modifier le champ magnétique et donc rétablir la tension. C'est ce qu'on appelle la puissance réactive qui s'exprime en mégavar, var comme volt, ampère, réactif. L'alternateur peut donc soit fournir de la puissance réactive, soit en absorber de manière à régler précisément la tension. On voit donc qu'un moyen de production pilotable, comme l'alternateur d'une centrale nucléaire ou d'une centrale au gaz, a les moyens de régler les deux paramètres structurants d'un réseau, à savoir la fréquence et la tension par, respectivement, la puissance active et la puissance réactive. Lorsqu'il y a beaucoup de moyens de production pilotables couplés sur le réseau, chacun agit. La contribution de chaque alternateur est ainsi répartie pour limiter l'apport de puissance active et de puissance réactive. Le 28 avril 2025 à 12h30, il y avait très peu de moyens de production pilotables, soit un tiers des moyens de production couplés. Le reste était constitué par les panneaux solaires et les éoliennes qui ne règlent en rien ni la fréquence ni la tension. Et particulièrement les ENR intermittentes n'ont pas la capacité de réagir rapidement dans des incidents de ce type à dynamique rapide. Le 28 avril, les quelques moyens de production pilotables couplés ont sans doute dû modifier grandement leur puissance réactive pour gérer la surtension. Une augmentation significative de la puissance réactive peut avoir un impact sur la puissance active. Et si tel est le cas, la variation de puissance active modifie de fait l'équilibre production-consommation et donc modifie la fréquence du réseau. Cet effet peut expliquer les oscillations de fréquence observées sur le réseau espagnol avant le blackout. Le gestionnaire de réseau espagnol s'est sans doute trouvé face à un dilemme. Rétablir la tension sans engendrer de variation de fréquence avec le peu de moyens de production pilotables à sa disposition. Je vais maintenant résumer ce qui constitue pour moi la cause profonde du blackout et précisément sur un des paramètres structurants du fonctionnement d'un alternateur, à savoir son angle interne. J'y viens. Le 28 avril 2025, il y avait plus de 2/3 d'ENR intermittentes couplées. Les moyens de production pilotables étaient donc en nombre limité pour gérer la fréquence et la tension dans un incident à dynamique rapide. Pour gérer la tension et particulièrement une surtension, les quelques moyens de production pilotables en sous-nombre doivent davantage compenser en puissance réactive plutôt que se répartir cette contribution sur plusieurs alternateurs. Une augmentation significative de la puissance réactive peut avoir un impact sur la puissance active, ce qui peut expliquer les oscillations observées de la fréquence lors de l'événement. Il a fallu donc gérer l'équilibre entre la puissance active et réactive sur le peu de moyens pilotables disponibles. Par ailleurs, et c'est sans doute un des éléments déterminants, la forte consommation ou la forte production de la puissance réactive engendre aussi et surtout une variation de ce que l'on appelle l'angle interne de l'alternateur, qui est un élément structurant de la stabilité de son fonctionnement et qui, au-delà d'une limite, devient instable, pouvant aller jusqu'à son décrochage par rupture de synchronisme et son déclenchement. Pour les puristes, l'angle interne, c'est l'angle entre le champ magnétique produit par le rotor et le champ magnétique résultant de la combinaison du champ du rotor et celui du stateur. En augmentant la puissance réactive, l'angle interne augmente, pouvant entraîner une instabilité de l'alternateur jusqu'à son décrochage. Cela provoque
une perte de production en cascade et donc le blackout. Quel que soit l'aléa sur un réseau électrique, seuls les moyens de production pilotables peuvent rétablir la situation et éviter un blackout. Plus il y a de NR intermittentes couplées, moins il y a de moyens de production pilotables couplés. Pour assurer sa mission de garantie de continuité de service 24 heures sur 24, le gestionnaire de réseau électrique doit disposer de suffisamment de moyens de production pilotables. La course au 100% renouvelable fait courir un risque de blackout répétitif.